Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode du podcast Expérience Loisirs. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que malgré la température, vous avez été jouer dehors. On a quand même un petit peu de neige, tout dépendant où est-ce que vous étiez au Québec. On a reçu aussi de la pluie, c'est pas grave, on va jouer dehors, on met des bottes, puis on a du fun. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir notre vidéo du party de bureau. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas le cas. Elle est disponible sur YouTube, elle est disponible aussi en audio uniquement. Donc sur toutes les plateformes qui sont diffusées ou même le podcast. Donc allez voir cette belle vidéo. On a reçu une centaine de commentaires pour la vidéo même. Donc un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre beau party de bureau. C'était vraiment le fun. On a quand même pas mal ri. Justement, on commence 2021 en grand. Donc, on a un invité de taille quand même pour débuter. Donc, on a effectivement André Thibault. Et oui, le seul, l'unique André Thibault, donc professeur émérite de l'UQTR, directeur fondateur de l'Observatoire québécois du loisir, directeur fondateur du laboratoire en loisirs et la vie communautaire. Et là, je pourrais continuer pendant des minutes et des minutes à énumérer l'ensemble des choses que M. Thibault a fait, mais je préfère lui laisser la parole. Donc, justement, aujourd'hui, M. Thibault vient nous parler du loisir public et de l'évolution, en fait, du loisir public à travers le temps. Donc, si jamais vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, likez, partagez à vos amis, qui soient en loisir ou qui ne comprennent pas le loisir. Des fois, ça permet de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on mange en hiver. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente année 2021 et surtout, une bonne écoute. Ciao! Donc, bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience Loisirs. Aujourd'hui, j'ai la grande chance, en fait, vraiment un grand merci, monsieur Thibault, d'être avec nous, d'avoir justement André Thibault. Monsieur Thibault, vous allez bien? Toujours. Toujours. Passez une belle semaine, remplie de neige? Ça va et vient. Ça va et vient, mais ça va. Moi, maintenant, j'ai vraiment où j'habite là, depuis un mois. J'ai une vision sur la nature absolument extraordinaire. Il y a encore des outards, je peux vous le dire ce matin. Ben oui, parce Et que des- pour ceux qui écoutent, effectivement, nous, on enregistre encore au mois de décembre, mais ça se peut que la diffusion soit un peu différée, donc ça se peut que la neige soit déjà arrivée depuis un petit bout. Aujourd'hui, monsieur Thibault, on va regarder un peu votre parcours professionnel. On va essayer parce que vous avez un grand parcours professionnel, on va essayer de regarder les grands points saillants ensemble. On va parler du loisir public, un aspect qui a pas été encore parlé au niveau du podcast, qui en fait est très intéressant à discuter ensemble par rapport à l'évolution du loisir public. Par la suite, vous avez une question pour la communauté du loisir. On s'enligne sur le Dream Team et par la suite, je vous laisse 2 minutes pour diffuser ce que vous souhaitez. Ça vous convient? Toujours. Parfait. Donc, on va commencer justement par le début. Pourquoi avoir choisi le loisir? Ah, j'ai choisi le loisir, ça fait très longtemps. J'étais dans les dernières années de le cours classique qu'on faisait à l'époque, donc on parle en 65. J'étais déjà engagé par les scouts dans un comité de loisirs dans un quartier de la ville de Sherbrooke. J'avais découvert comment le loisir était porteur d'expression de soi-même, OK. que nous faisait sortir des normes, parce qu'en cette période-là, il y avait encore aussi beaucoup de normes. Il y en a des nouvelles aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup. Alors, permettait justement cet épanouissement, permettait aux gens aussi de prendre des initiatives, parce que le loisir, c'est le temps libre. Mais le mot libre, c'est pas le temps qui est libre, c'est la personne qui est libre. Et Effectivement. ça m'intéressait beaucoup. OK. Et le hasard a voulu que j'ai un oncle qui, dans le fond de la BTB, à Amos, qui venait de fonder un centre de loisirs. OK. Puis c'était ajouté. Alors ça m'a amené le mot loisir dans ma vie. Tu sais. Ben oui. Et par la suite, ben là, j'ai découvert, j'ai fait un travail d'ailleurs à la fin de mes études classiques, à partir du livre de Dumas Dédier, qui est paru en 62. OK. Alors, pour l'anecdote, ben, Dumas Dédier était 20 ans plus tard sur mon jury de thèse de doctorat. Ah oui. Alors, Wow, donc d'avoir la personne qui vous a amené dans le loisir sur votre doctorat par la suite, ça doit être tout qu'un ouais, feeling, hein? ouais, ouais. Ouais, puis en 62, c'est un français, là, c'était loin.
Absolument. Bon, c'est Puis possible de le rencontrer. Puis les points saillants de votre carrière, on parle de votre longue carrière parce que vous êtes quand même quelqu'un de très 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 connu au niveau du loisir. Si vous aviez les points saillants en fait de votre carrière, c'est quoi vous identifiez les plus majeurs? Ben, moi, je pense que d'abord, puis je fais du pouce avec ce qu'on vient de se raconter. D'abord, c'est venu par un intérêt comme étudiant, comme jeune personne, comme vous dites, impliqué dans un scout, impliqué dans un comité de loisirs, qui faisait des travaux, trouvait des choses. Alors, ça a été la base. Ça, je pense que ce que j'ai, mes valeurs, ma façon de le voir. Après ça, est venu se développer j'ai eu du terrain. J'ai été 5 ans au Conseil régional des loisirs de l'Estrie. Au début comme responsable de jeunesse, ensuite plein air. C'est-à-dire qu'on a fait, nous, les premiers sentiers de marche, on a fait Jouvence, la base de plein air. Ah oui, Oui, on a ok, fait plein de choses, là, mais ça commençait, là, on nommait pas ça avant. Là. Et avant, les gens, je m'amusais à dire que les gens allaient dans le bois, et après ça, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que je fais dans le bois? Je fais-tu de la randonnée, du camping sauvage, etc. On ok, était au début de ça. Ça, c'est la première étape. Mais j'avais toujours un intérêt intellectuel, ce qui a fait que là, après ça, j'ai eu une première phase à l'UQTR comme responsable du programme de formation, professeur, qui m'a amené après ça à faire un doctorat en éducation au loisir. Alors ça a été aussi encore là j'ai installé les fondations le comme cadre, là, chercheur, oui, comme oui. professeur, le cadre. Je suis revenu après ce doctorat-là comme professeur. Bon, il y a eu un intervalle de 12 mois, de 12 ans comme administrateur universitaire où j'ai été vice-recteur à l'université Mm. notamment, mais qui m'a permis aussi de regarder les organisations d'un autre point de vue, dans Mhm. leur ensemble. Tu sais, quand j'étais vice-recteur, je couvrais autant le génie, l'éducation, l'administration. Alors là, ça m'a permis de développer une expérience de gestion des systèmes publics aussi, Ok. et aussi de l'éducation. Ensuite, là, je reviens comme prof, mais là, quand je suis revenu après 12 ans, j'avais tellement peur de ne pas être à jour que là, je me suis débarqué sur le terrain, j'ai renouvelé ma bibliothèque. On a cette période-là, c'est l'autre 10 ans là, avant ma prise de retraite, ben, c'est là qu'on a démarré l'observatoire, le laboratoire, parce que je voulais Ok. que la forme. Parce que ma conviction, moi, c'est que l'université a un mandat de développer du savoir, mais de le remettre aux autres, surtout quand on est à l'Université du Québec. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un professeur qui vivait sur le bien-être social, c'est-à-dire sur les fonds publics. Donc, mes savoirs appartenaient au public. Ça a été fondamental. Et si vous regardez le mandat de l'observatoire et du laboratoire, c'est exactement ça. Donc, cette étape-là a été aussi importante. Ça m'a permis là aussi de me concentrer sur la gestion. Puis c'est là qu'on a commencé à utiliser le mot de loisir public. Parce qu'avant, on Ok. confondait tout, le loisir commercial, le loisir Le personnel, grand puis le loisir loisir, là, je public. comprends. Et alors, et ça a été important. Après, ben là est venue la dernière étape qui est celle de ma retraite. Et là j'ai eu une grande période très internationale. Ok, oui, oui, oui. J'ai été vice-président de l'Organisation mondiale du loisir, mais beaucoup, le Congrès de Québec, le Congrès mondial au Québec, qui a été le plus gros dans l'année du 400e de Québec, mais aussi pour l'Organisation mondiale, Hmm. qui a été un beau ralliement au Québec. On pourra peut-être en reparler un peu rapidement tout à l'heure. Absolument. Mais après, ça a été le livre. J'ai commencé à écrire un peu plus, ou mon livre propre, des chapitres dans des livres de d'autres, autant dans la mission de la santé, mais toujours sur le loisir. Ok. Alors, donc, c'est une passion de départ qui s'est prolongée à travers plusieurs types d'expériences. Et là, maintenant, on en parlera tout à l'heure quand je parlerai du Green Tea. Puis si vous aviez pas, parce que c'est une grande vie dédiée au loisir, mais si le loisir, on se met dans un autre monde, le loisir n'existe pas, vous auriez été vers quoi? Je commençais par dire que c'est impossible qu'il n'existe pas. Parce que quand il n'existait pas, les gens disaient que les gens travaillaient à 13 heures par semaine, 13 heures par jour, puis qu'ils 7 jours par semaine. Là, Je comprends. mais j'aurais été dans. Écoutez, moi, j'ai été accepté au MBA puis en médecine. Alors, tu comprends que j'aurais pu faire d'autres choses aussi. Ok. Donc le J'aurais pu secteur de la aller santé. dans le secteur de la santé où j'ai été bénévole pendant un temps. J'ai même travaillé, je ne l'ai pas mentionné, là, mes 2 ans en médecine, au département de médecine sociale de la faculté de médecine de Sherbrooke, au début de ma carrière. Donc, on est toujours dans les services à la population. Ben c'est là C'est que c'est- c'est très, c'est très commun, c'est de servir la population dans son ensemble.
Absolument. Puis c'est là un peu que je voulais. Ma prochaine question, ça porte son sens. Vous en avez nommé plusieurs, mais je n'ai en fait moi aussi de mon côté. Vous avez déjà nommé que vous avez été vice-président de World Leisure Organization. Vous vous excuserez mon Ouais. anglais. Président du Centre hospitalier de Trois-Rivières, vice-président du Conseil santé et bien-être du Québec, professeur émérite à l'UQTR, directeur fondateur de l'OQL, directeur fondateur du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Il vous reste quoi à cocher sur votre bucket list? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez jamais fait que vous aimeriez cocher encore? D'abord, j'ai jamais eu de bucket list. Ok. C'est les buckets qui sont arrivés. Tu sais. C'est clair que ben là, j'en suis à un moment donné où je pense que j'ai actuellement d'ailleurs sur la planche à dessin deux livres. Ok. Un qui va s'appeler, que je travaille avec un étudiant que j'ai dirigé pendant un temps, qui est en train de faire un doctorat, mais qui va porter sur le loisir et la ville. Pas le loisir, le service municipal de loisirs, là, le loisir et la ville, et Ok. où on va revoir tout. Moi, je veux revoir, puis on a déjà commencé à travailler. Et pour moi, c'est une synthèse là, de ce que j'ai vécu. Le hasard a voulu que je rencontre sur le terrain à chaque année une couple de centaines de villes ou de villages, que je rencontre des organismes. En tout cas, je continue même avec la pandémie. Là. Mais, mais ça fait que c'est tout ça, on a vu qu'il y a une évolution. Le loisir d'aujourd'hui, c'est plus celui dont on parlait avant. On n'oppose plus de la même façon travail et loisir. En même temps, le loisir, c'est pas juste, au Québec jusqu'à là, on définit surtout le loisir à partir de l'expérience individuelle. C'est ce que je fais dans mon temps libre. Mais le loisir est aussi une réalité pour la ville, la communauté, la municipalité. Le loisir public, il y a un intérêt. C'est quoi le loisir pour la ville? Pas pour les individus seulement, mais pour la ville. La ville étant une ville, c'est large. C'est une communauté, un territoire, une administration. Mais on va essayer de le mettre à jour, ça. Tu sais. Ok. Le temps a changé aussi. On pourrait en parler longtemps, mais je te dis ça. Absolument. On veut revenir sur la notion de temps libre. Parce que le temps, il est plus distribué pareil dans la vie des gens. Je regarde, je suis en train de mettre à jour mes lectures là-dessus. Donc le temps libre ne veut pas dire la même chose aujourd'hui qu'avant. On part de ça. On Ok. dit, ben, où est-ce que ça se place dans la ville? Puis après ça, on va le déplacer, parce que moi, j'ai toujours dit comme à cœur, quand je disais qu'il faut que mon savoir serve à quelqu'un, le développement des compétences et des capacités des travailleurs à loisir. Ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, c'est le groupe auquel je m'adresse et j'ai dévoué ma partie de ma carrière. Et ça, je veux que ça, après ça, on dit, ça change quoi dans ta façon de développer un offre de service en loisir? Tu sais? Parce qu'on sent qu'il y a des Mhm. méthodes traditionnelles actuellement qui se plafonnent. C'est normal, la société change. Ben Alors ça justement. m'apparaît. Et le deuxième livre, si tu Oui, oui, permets, excusez-moi, excusez-moi. c'est sur l'autre, une partie qui m'a beaucoup caractérisé pendant les 15 dernières années, c'est le bénévolat. Ok. Ok. Voilà. Bon, excusez-moi, je pensais que vous, je sais pas si vous souhaitiez développer sur le livre. Non, Ok. on n'a pas le temps. On confirme à l'oreille qu'on n'a pas le temps. Parfait, ben effectivement, donc ça c'est des grands livres qui s'en viennent, mais en fait là où je voulais faire un pont, c'est que vous avez déjà commencé à parler du loisir et je trouvais que ça faisait un excellent pont sur notre thème d'aujourd'hui qui va être en fait l'évolution du loisir public. Et vous avez commencé à développer un peu sur où on en est rendu par rapport au loisir aujourd'hui. Mais Ouais. si on recule dans le temps quelque peu, à quoi ressemblait le loisir public quand vous avez commencé? Ben, moi, j'ai commencé à la période où on passait de la paroisse au public. Ok. Tu sais. C'est-à-dire que le loisir, au début, chaque paroisse avait un petit comité de loisirs. Ça allait dans, où j'ai été élevé à Sherbrooke, à avoir transformé le sol du sol paroissial, mettre un électrique, puis avoir des. Bon, mais c'était lié à la paroisse. C'était enveloppé de la chape morale de l'époque. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé mon premier emploi au Conseil des loisirs, j'étais responsable de jeunesse, mais tu sais, là, ça tout le conflit moral des autorités sur envoyer les jeunes danser. Tu sais, c'est surtout qu'il y avait dans ce temps-là, on dansait des slows. Mais ce que je tu sais, donc il y avait une charte morale. Tu sais, Mhm. mon mémoire de maîtrise, d'ailleurs, portait essentiellement sur la bascule entre le loisir comme geste lié à l'Église et le loisir public. C'était mon mémoire de maîtrise sur
l'analogie entre les comportements religieux et les comportements de loisirs à l'époque OK. où le Québec devenait laïque. Alors, donc ça, c'était le départ. C'était un loisir de proximité. À l'époque, bon, les fédérations sportives qu'on connaît aujourd'hui, sont les groupes, le loisir disciplinaire j'appellerais, le loisir qui porte un nom, là, avec des activités, puis qui a amené un nombre impressionnant de fédérations dans le domaine social, culturel et sportif. Mais ça, c'était pas là. OK. On était vraiment, c'était le lieu de rencontre, le lieu où on allait se divertir. Ça faisait que les gens commençaient à voyager, les gens commençaient. Moi, j'ai connu le cinéma à salle paroissiale, j'en ai même organisé quand j'avais 15 ans. Mais, euh, mais après ça, le cinéma a pris un autre envergure. Si vous regardez ça, il y avait quelques films, mais très peu. Puis bon, alors, puis là, les gens commençaient à rentrer aussi dans la culture de masse par la télé qui avait quand même 10 ans à la peine, là, où, en général, là, au plan populaire, là, ça a commencé plus tôt. Alors ça, c'était. Alors, il est arrivé à un moment donné, comme l'ensemble du Québec, autant les hôpitaux, les écoles, bon, on est passé au domaine public. Le loisir, lui, il est rentré dans le giron municipal. OK. Au niveau, le Québec venait aider les municipalités. Alors, les OTJ sont devenus des camps de jour, les comités de loisirs locaux sont restés comités de loisirs et la ville allait, le premier mouvement, quand je dis la municipalité ou les institutions publiques, soutenaient les initiatives qui étaient là. Et là, est arrivé en même temps au début, moi quand j'étais là, je dirais la décennie 70, le maître mot, c'était structuré. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Ça devait pas être un Ouais. loisir qui était. En fait, il était structuré par l'Église, mais là, s'il devenait compétence municipale, en fait, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que la municipalité était un peu le portefeuille des activités de loisirs. Elle est devenue le portefeuille, puis progressivement, elle est devenue aussi le porte. C'est-à-dire, elle a donc, je reprends, c'est que la ville a ramassé ce qui se faisait, mais en Mhm. même temps, il y a une évolution qui se faisait dans la société. C'est là qu'est arrivé quand je te dis les groupes loisirs divisés en disciplines. Mhm. Là, c'est un autre genre de structuration. Là. Si l'Église avait structuré la morale puis l'organisation, la ville a récupéré ça, un peu moins de morale, puis il y a un livre qui avait été fait par la première association des directeurs de loisirs municipaux qui faisait la différence entre loisirs publics et ils disaient quasiment le mauvais loisir commercial. Mais la municipalité, ce qu'elle a structuré, c'est la façon de faire ton loisir. OK. Il y avait bien sûr du baseball et du hockey, mais on est venu plus loin. On ne parlait pas aujourd'hui, on est rendu à l'excellence, on est rendu à des normes, on est rendu à des contrôles quasiment financiers des événements par les fédérations. Il y a eu une structuration dans le sens de corporations qui se sont créées autour des activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des activités qui doivent être toujours accréditées par quelqu'un, ce qui était beaucoup moins présent, je dirais, à ce moment-là. Et c'est là que les équipements ont suivi, parce que là, ça ne nous prenait pas juste un trou d'eau, ça prenait une piscine qui soit homologuée pour faire de la compétition. Tu sais. Ben, c'est là un peu que je voulais qu'on se dirige en fait. Vous me parlez des évolutions ou du moins des améliorations qui ont eu lieu par rapport au loisir. Pour se rendre à aujourd'hui, puis là je vais vous poser une question qui est quand même assez difficile en termes de synthèse parce que c'est une grande question au niveau du loisir, mais c'est quoi les grandes évolutions pour se rendre à aujourd'hui par rapport au loisir public? Si on parle des évolutions, mais je pense que c'est ce mouvement-là, d'abord, qui a continué. Okay? Mais pendant tout ce temps-là, quand on parlait de loisir, l'objectif, c'était que les gens puissent vivre du loisir. Excusez-moi. C'était que les gens puissent vivre du loisir. OK. Alors qu'aujourd'hui, le loisir public est devenu un instrument pour atteindre des objectifs collectifs, comme la santé. La première politique, les premiers textes sur le loisir, c'était l'accessibilité au loisir pour tous. Mhm. Aujourd'hui, la politique du loisir est liée à l'activité physique, au fait de bouger, à la santé. T'sais? De sorte qu'on a le loisir, il n'est plus traité en soi, il est devenu comme un instrument d'objectifs communs. Un outil, je comprends. Ça, c'est un grand développement qui s'est fait. T'sais? Maintenant, on peut les questionner, ces objectifs-là. Personne n'est contre la santé. Là. Mhm. Mais ça fait par ailleurs, ça fait que ça contraint le loisir dans des canaux plus
plus spécifique, hein, on va soutenir ce qui est fait pour ça. Ce qui est vrai pour le Québec, ça ne veut pas dire que sur le plan du terrain, des gouvernements de proximité, que c'est toujours vrai par ailleurs. T'sais. Mais ensuite, ben, on a voulu la notion aussi d'organiser le loisir. Ça a beaucoup évolué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut revoir. Je vais te donner un exemple. Souvent, quand les gens disaient on fait une programmation, on avait une liste d'activités auxquelles on s'inscrivait. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, pour prendre deux exemples, un cours de photographie. Il y a des choses sur YouTube aujourd'hui qui sont des fois aussi fortes, plus compétents que ceux qu'on ouvrait ça. Maintenant, d'une part, il y a ça on se rend compte, puis aussi, c'est que le temps des gens, il n'est plus disponible comme avant. Moi, quand j'ai commencé, c'est rare que les deux conjoints travaillaient. Oui, c'est vrai. Alors, ça a changé énormément. Quand j'ai commencé ici, les parents n'allaient pas dans les parcs avec les enfants. Ah non? Aujourd'hui, on sort avec nos enfants. Non, les enfants, moi, je m'allais au parc pendant la journée, puis écoute, je veux dire, c'est aujourd'hui, on punit quasiment les enfants et sortir. Moi, on me punissait en me gardant dans la maison. Là. Ouais, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est, donc, on était, alors aujourd'hui, ben, les parents qui sont plus, on fait ça les parents hélicoptères. Hein? Les parents hélicoptères. Ceux qui sont toujours au-dessus des enfants. OK. Bon, ouais, et aujourd'hui, ils vont, mais si vous regardez, donc, c'est des changements importants. Le temps, tu sais, moi, aujourd'hui, je parle bien plus de moments de loisirs que de périodes trop longues à part des vacances. Tu sais. Mais là, quand les gens disent on va avoir du temps de qualité, ils entendent ça chez les parents aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on a, le samedi après-midi, on a quelque chose, mais on est avec les enfants. Alors ça, c'est des changements. Le temps de disponibilité des gens qui sont plus capables de dire je vais être là tous les mardis soirs à 7h30 parce que les structures, on ne sait pas. Ensuite, mais les genres d'activités, donc les activités organisées laissent progressivement de la place à ce qu'on a appelé la pratique libre. Parce que à côté du loisir public, il ne faut jamais oublier qu'il y a le cocooning. Oui. On a vu l'été de la pandémie, là, comment les gens ont investi dans le cocooning. Écoute, tu vois, les ventes de piscine n'ont jamais été si fortes. Les barbecues, les jeux dans le cours, les PlayStation et autres de ce monde. Même les cuisinières pour faire du ricardo la fin de semaine comme activité de loisir. Mais c'est ça. Absolument, ben Alors, oui. quand je regarde ça, puis du point de vue, ça veut dire, je te donne juste pour d'exemple, là, c'est pas. Mais tu sais, ça veut dire qu'il faut que les jeux pour enfants d'impact permettent aux parents de glisser dans les glissades, là. Ben absolument, ben oui. Il faut changer ça. Il faut que l'offre de loisirs permette aussi d'y aller quand ils peuvent, et non pas partir d'un engagement. Il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Et en même temps, il y a deux mouvements. Hein. Il y a ce mouvement-là vers une pratique libre mieux soutenue, qui devient, moi, je vais toujours suggérer que dans les villes, il y a dorénavant un poste de cadre en pratique libre et événements, ce qu'on n'avait jamais envisagé avant. Puis de l'autre côté, il y a certaines activités disciplinaires qui sont structurées au point, par le sport notamment, au point qu'ils sont axés sur l'excellence, ce qui fait qu'un adolescent qui a une crise à 13 ans, il ne fait plus de sport après, du moins pas du sport fédéré. Alors ça, c'est donc là, on a un petit problème d'accessibilité puis de mandat global. Peut-être que c'est plus les fédérations qui doivent l'avoir, mais il faut se préoccuper du maintien des choses, de ceux qui sortent, qui sont plus admissibles dans les silos qui ne retiennent que les performants après un certain âge. Alors, ça, c'est deux grandes tendances. Ce qui fait que là, il y a des défis intéressants, puis d'autant plus que les confinements, les mesures qui ne sont pas terminées, là, même si on a un vaccin. Demain, ça sera le COVID-21 qui va arriver, peut-être, on ne sait pas. Alors là, il y a toute cette conception-là qui est en train de changer. Là. Puis, est-ce que vous diriez que c'est dû à... On était dans un concept où est-ce que le loisir était peu ou pas organisé. On a structuré tout ce qu'on pouvait structurer, ou du moins, on a essayé de contrôler tout ce qu'on voulait contrôler. Et là, on se ramène un peu vers le... que ce soit pas tout le temps structuré, que ce soit pas tout le temps contrôlé, justement la pratique libre, le fait que j'ai pas besoin de m'engager dans un loisir, est-ce qu'on reviendrait un peu dans le pendule? Oui, c'est la population qui nous y amène. C'est même pas un choix, là.
Moi, je trouve que même des fois, le loisir public, les services de loisirs publics sont encore un petit peu à la remorque du développement de ce que vivent les gens. Tu sais, je vais donner un exemple. Les pistes cyclables, les promenades, que ce soit la promenade Champlain à Québec, la promenade de la mer à Rimouski ou le lac des Nations à Sherbrooke, ben, tout c'est ça. C'est pas le service de loisirs qui l'ont fait. C'est les parcs? C'est, à peine, des fois, c'est des initiatives où ça peut être les parcs. Parce Mhm. qu'il faut savoir qu'au Québec, on est les seuls en Amérique du Nord à ce que le loisir et les parcs ne soient pas dans le même service. OK. Mais il reste que c'est pas les gens qui se disent responsables de l'offre de services en loisirs qui l'ont fait. Mais là, on sait que c'est des milliers de personnes. Mhm. Pendant le confinement, les parcs ont été envahis. Tu sais. S'il faisait un peu beau sur ces sentiers-là, c'est des milliers. Il y a plus de monde là, si tu veux, qu'il y en a même dans des loisirs super organisés après, là, maintenant. Tu sais. Puis c'est ce que les gens demandent. Alors là, on est en train, je pense que c'est pour ça que la période qu'on a vécue là, depuis un an là, et plus, cette période-là nous le rappelle. Les gens nous le demandent. Tu sais. Moi, je vais aller, tu sais que quand je vais faire un parc, maintenant, il faut qu'il y ait de la place où les gens puissent lancer la balle. Tu sais, et non pas seulement toutes sortes d'aménagements partout. Là. On n'est pas obligé de remplir la maison à des coûts qui sont extraordinaires. Mais je pense que c'est ça, donc on revient progressivement, et là, j'y vais dans le mouvement de pendule, mais ça ne veut pas dire que le restant disparaît. Là. On va juste Mhm. remettre les choses à l'heure, on met les pendules à l'heure, c'est ça qu'il faut dire. Mais on revient à un moment où on se dit, ben là, il faut avoir une préoccupation, je dis populaire, pas dans le sens populaire d'autorité, là, mais dans le sens pour l'ensemble de la population. Et je pense que plus on s'en va vers là, et là, mais on commence à le découvrir. Tu sais, moi, je passe mon temps à donner des formations, à répondre à des questions. Ça veut dire quoi, la pratique libre? La pratique libre, c'est pas juste la pratique pas organisée, c'est plus que ça. Tu sais, Ben, ça s'anime la justement, pratique libre, ça s'aménage la pratique libre. Tu sais, oui. absolument. En Faut fait, que ça. j'allais tout simplement dire, parce que je pense qu'on était effectivement rendu là. Donc, aujourd'hui, le loisir public, c'est quoi? Ben, c'est complexe. Oui, C'est un effectivement. univers beaucoup plus complexe. Je pense que tous les places où la pendule peut se promener, c'est dans le loisir public. Ajoutons à ça beaucoup des préoccupations sociales qu'on avait de moins avant. Okay? C'est-à-dire que là, la plupart ce sont les services de loisirs qui ont les politiques de développement social sur leur responsabilité aussi. Donc, quand je dis on est là aussi pour servir des causes, des problématiques ou des besoins sociaux. Tu sais. Je vais vous donner un exemple. Je travaille actuellement avec quelqu'un sur un guide de loisirs en vue de l'intégration des nouveaux arrivants. OK. Bon, ben, c'est une dimension sociale, mais on sait bien que le temps de loisir, il est bien plus simple, bien plus facile pendant le loisir, pendant des situations d'expérience de loisir, pour intégrer, pour se rencontrer avec les autres que dans une situation de travail où tu es lié à des compétences, à des postes, à des hiérarchies, etc. Il n'y en a pas quand tu es dans le loisir de la même façon. Il Mhm. y en a social des fois, mais ça veut dire qu'on a découvert que la capacité des gens, puis le loisir public, je dirais, c'est le lieu de rencontre. Au-delà des activités, parce que quand les gens ne font plus le cours de photo, ce qui manque, c'est de se rencontrer. Absolument. Quand ils le font sur YouTube, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des villes maintenant qui ont laissé tomber les cours, mais ont ouvert des événements, genre expédition de photographie, vous venez, puis il y aura quelqu'un qui va vous coacher le dimanche après-midi. Là, on se ressent qu'on est lieu de la rencontre. C'est ce que les gens manquaient pendant la pandémie, de se rencontrer. Et qui manque Alors, tu encore. sais, il manque encore, là, Ben tu oui. sais. Ça dépend à quel mois on est rendu, là. Oui. Mais tu sais, il manque ça, là. C'est ça l'essentiel, tu sais. Moi, je vais vous donner un exemple ici. L'année passée, j'étais à Cap-Rouge, 10 arrêts de tennis sur le campus Cap-Rouge, tennis, excusez-moi, de soccer. Tu sais. Il y avait donc 20 équipes qui jouaient, mais autour, là, imagine le nombre de personnes qui étaient là, qui étaient en loisir, eux autres aussi. Mais Mhm. qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rencontraient entre voisins, les enfants jouaient entre eux autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense terrain de soccer, moi, j'ai souvent mis les gens au défi en disant, c'est pas, la différence entre un terrain de soccer pour adolescents et pour la famille. Il faut penser que le lieu de rencontre, les estrades de l'aréna sont aussi un lieu de loisir, un lieu de rencontre. Les places publiques.
Le mot public prend toute sa force. Le pacte Absolument. de voisinage. Alors, c'est ça. Puis souvent, ben, moi, je répète l'expérience de pandémie, quand les gens vont marcher plus qu'avant parce qu'ils sont pris dans la maison, mais il y en rencontre des gens là aussi. Alors, je pense que c'est, je dirais, une des grandes évolutions. Ce n'est plus que l'accès à une pratique spécifique. Ce n'est plus qu'une recherche d'excellence. C'est un lieu public de loisir. C'est un lieu de rencontre, puis l'activité devient un prétexte. Et c'est ça la nature de l'expérience de loisir. Je pense que ça, c'est l'autre évolution, l'autre concept que dans ma carrière, j'ai essayé de faire évoluer, de la notion d'activité à la notion d'expérience. Absolument. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le podcast s'appelle Expérience Loisir. Je trouvais qu'il y avait tellement Ben de ouais. force dans le mot expérience que effectivement, je pense que Ah, tout à ça fait fait. tout C'est son sens. ma première recherche à Sherbrooke en 1969, c'était sur les loisirs des 15-25 ans dans la ville. OK. Mais déjà, là, les gens disaient, c'est pas grave ce qu'on fait. OK. C'est de savoir avec qui je le fais, Oh, OK. comment je le fais. Mais là, c'est la notion d'expérience ça, qui s'ajoute. Absolument. Alors, ce qui fait que de plus en plus, on va devoir offrir en loisir public des expériences et peut-être, mais donc de se décentrer sur la notion d'activité pour offrir de l'expérience. Donc, le contexte, l'environnement dans lequel ça se passe est aussi important, sinon plus important que l'activité lui-même. Ben, justement, si on parle à titre de contexte au niveau du loisir public, le loisir public appartient, je dirais, ou est utilisé par l'ensemble des villes du Québec. Si je vous posais la question, est-ce que le loisir public est la même chose de ville en ville? Et si c'est pas la même chose, c'est quoi les grosses variables qui changent? Bon, ben moi, je vous dirais, en partant, là, puis ça, je l'ai déjà dit à un congrès d'union des municipalités, il y a deux genres d'élus municipaux. Il y a les concierges, puis il y a ceux qui sont en développement. Il y a les Alors, c'est quoi? concierges? Ouais. Ok. Ben oui, mais c'est quoi le job minimal des conseils municipaux? C'est de rentrer de l'eau propre, sortir l'eau Ok, sale, je comprends, je comprends. sortir la neige, sortir les déchets, et puis avoir des routes qui sont déblayées. Je comprends. Et ça, c'est le basic, disons, l'aqueduc, les égouts, la voirie. Bon. Mais ça, c'est le job de concierge. Imaginez votre concierge d'école, il a à peu près ça qu'il Absolument. fait. Là. Bon. Je comprends mieux. Il y en a d'autres qui se sont dit, ben non, mais moi, j'ai une collectivité. Il y en a après ça qui s'en vont, développement économique. Mhm. Là, on a fait des parcs industriels. On a coupé les broches et les clôtures des champs, puis on a dit ça, c'est un parc industriel. On a développé l'économie en disant, ben, si on a de l'emploi, bon. On va avoir du Mais on monde. s'est rendu compte aujourd'hui que ça, c'est une autre partie. Il y en a qui sont. Donc là, tu as un modèle concierge avec développement économique. Puis après ça, tu as le modèle que ceux qui commencent à comprendre que si tu veux attirer des familles, mais il faut que tu aies une qualité de vie. Mm. Et là, c'est la notion de qualité de vie est en train de se monter, mais il y a des. Alors, ça, c'est selon au départ que tu as un conseil de ville qui est de la conciergerie à l'économique, à la qualité de vie. Ben là, tu vas avoir un loisir public qui va être différent ou des préoccupations différentes. Tu sais. Moi, j'ai déjà dit, je pense à une MRC il y a 2 ans, tous les maires de la MRC dans le nord de Montréal étaient là. J'ai dit, écoutez, le loisir, c'est le seul service où quand vous investissez 28 cents, vous donnez une pièce de service avec Mhm. votre population. Parce qu'il y a le bénévolat, il y a les organismes et tout ça. Les gens pensaient que c'était une dépense inutile parce qu'il y a encore la C'était du luxe. conception ancienne de la récréation. Tu sais. Mhm. C'est le luxe, la récréation. Tu mérites combien qu'il y a des gens qui partent en vacances qui sont obligés de justifier je méritais mes vacances. Tu sais, ben, moi, je mérite de manger 3 fois par jour. Ben, c'est pas là, c'est aussi basique. C'est là que pour ça que c'est ça que les gens faut. Mais il y a des gens qui comprennent encore, puis souvent, ça, je parle pour ma génération de boomers, c'est souvent les autres qui sont dans les conseils municipaux, qui ne sont pas à jour nécessairement avec ce que Mhm. les générations actuelles sont en train de pousser. Donc, oui, c'est variable. C'est variable. Mais je peux te dire que déjà au niveau, quand même, pas mal, là, les 10 plus grandes villes du Québec, je te dirais que sur 10, là, il y en a au moins 9 pour qui la qualité de vie est au cœur de l'action. OK. Ça, je coordonne aussi, on n'a pas parlé, mais la communauté de pratique des directeurs et directrices de loisirs des 10 grandes villes du Québec. Et ça, évidemment, ça dure là, maintenant depuis 1 an et demi, on se voit très régulière.
toutes les décisions que ces villes-là ont prises pendant la pandémie étaient beaucoup, beaucoup axées sur la notion de qualité de vie. OK. Ben Alors, justement, en fait, parce que tantôt vous avez parlé aussi de l'évolution de la pratique même du loisir. On parlait de, puis là on parle d'investissement aussi dans le loisir. Est-ce que la pratique a suivi, parce qu'on parlait tantôt de cocooning aussi, est-ce que la pratique a suivi forcément le loisir, ou est-ce que le loisir municipal a suivi la pratique des citoyens ou bref, des personnes? ben, ça dit d'une certaine façon, parce que tout ce que je disais tout à l'heure, la capacité de faire du vélo, des fois de jouer dans la rue, d'avoir un espace public, d'avoir des grands lieux de rassemblement, de soutenir des événements, tu sais, tout ça, les villes l'ont fait. Mais des fois, c'est pas toujours le service de loisirs, je le disais donc, Mhm. parce que la municipalité est quand même très, on dit que la ville, c'est le gouvernement de proximité, donc elle est très proche des pratiques. Elle a répondu, est-ce que ça, c'est maintenant devenu présent dans le rationnel de développement de l'offre de service? Ça, c'est variable. En OK. d'autres termes, on le fait par en action-réaction, si tu veux. Il faudrait peut-être arriver à le faire en planification pour aller plus loin maintenant. Puis au niveau de la pratique, quand vous mentionnez tantôt d'investir de l'argent dans... On voyait que le loisir était un luxe. Là maintenant, quand les citoyens prennent en charge leur propre loisir, on l'a vu un peu justement quand vous le mentionnez par rapport à la pandémie, c'est-à-dire que tout le monde s'est ramassé chez eux dans leur cours à Oui. organiser en quelque sorte leur temps libre, à organiser leurs loisirs. Est-ce que vous voyez qu'il y a une modification à faire au niveau du loisir public? Est-ce que les villes doivent réfléchir Oui. autrement? Puis si oui, comment? Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on a travaillé il y a quelques années, puis actuellement, on est en train d'appliquer là, avec les grandes villes. C'est la notion, nous, on avait développé l'idée des niveaux de service. OK. Proximité, quartier ou communauté, puis niveau municipal. Le loisir de proximité, c'est le prolongement du cocooning. OK. Okay? Donc, là-dessus, c'est la capacité de jouer dans la rue. Il y en a qui l'ont fait par réglementation, aménagement, permettait aux enfants de jouer dans la rue, à aller à l'existence, bien sûr, d'un parc de proximité, à la capacité de prendre une marche le soir, Mhm. à soutenir des initiatives de fêtes de rue entre citoyens. Et, bon, ça, c'est un premier niveau de service qui est aussi important, je dirais, qui est dans la quotidienneté. Ça s'applique au quartier, mais ça peut s'appliquer aussi aux lieux de travail. Si tu vois dans les là où il y a des tours à bureau, l'heure du midi, quand le printemps arrive, là, ben, il y a autant de monde qui font. Il y a des gens qui prennent 10 minutes pour prendre le sandwich, qui vont courir, qui vont marcher, qui se rencontrent. Bon. Mais il y a aussi un loisir de proximité là, comme il l'a autour de la polyvalence. Mhm. Bon, mais ça, quand je dis se donner le rationnel pour s'adapter au loisir, c'en est un. Après ça, on s'en vient à l'autre niveau de service, qui est celui où là, on favorise la vie communautaire. C'est là qu'on va penser, ben, c'est quoi les équipements dont on a besoin. C'est sûr qu'on a un niveau à nous autres. Donc, ça prend un centre communautaire où on peut vivre une vie sociale communautaire en vivant des activités, en allant se baigner, en organisant une fête, en faisant ci, en allant jouer dans un parc qui là, c'est déjà plus développé parce qu'il permet plusieurs types de pratiques, si tu veux, mais qui laisse toujours de la place libre pour la rencontre, le rassemblement, des bancs, des tables, il faudrait mettre partout de ça. Mais là, c'est qu'on faut se donner notre rationnel de déploiement de services qui tienne compte, qui part du citoyen et non pas des exigences des lobbies corporatifs. Mm. Je suis pas contre, là, quand tu dis que je suis contre les fédérations sportives, mais le loyer public, c'est pas de répondre seulement aux fédérations sportives, ou c'est vrai dans le domaine de la culture aussi. Absolument. Alors, ça pour moi, il y a un effort, là, mais j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience, comme il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans les services de loisirs municipaux qui ont des compétences dans le domaine. Et c'est multidisciplinaire. Hein? C'est pas des gens qui viennent de plusieurs disciplines travaillent ensemble. Puis chaque ça, c'est en train de se développer. On est en train de se donner, parce qu'autrement, je dirais, on a une très grande qualité, nous, les professionnels en loisirs, c'est qu'on est des brouillards. Oui, effectivement. Donc, action-réaction, c'est-à-dire, mais c'est pas, il faudrait quand même pas que la notion que de vaut corresponde à la profession seulement. Mhm. Alors, là, on se dit, parce que sinon, là, les gens s'épuisent de toute façon. Toujours à Effectivement. répondre à gna, gna.
Mais je pense que là, on commence à dire, il faudrait se donner une structure des référents, comme de toute autre profession. C'est pas, mais nous, c'est une jeune profession, c'est normal qu'on a, on a à peine 50 ans, là, puis au début, ils n'étaient pas nombreux, là, mais donc, on commence à se donner des outils de travail qui permettent de choisir des priorités, de se donner, puis on essaie, les gens essaient, on renouvelle des politiques actuellement. Ben, des fois, on renouvelait, j'en vois qui ont renouvelé en s'adaptant considérablement. J'en vois d'autres qui renouvellent en changeant 3 virgules dans le texte. Mhm. Mais on sent ce mouvement-là. Tu sais, si tu le regardes OK. avec un peu de recul, là, je le regarde du haut de mes années de vie. Je regarde ça aller. Puis il me semble qu'il y a des mouvements intéressants, puis, autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Puis je pense que là-dessus, il faut penser qu'on a des municipalités où le directeur de la responsable de loisirs dans une ville de 1500 habitants, ben, ils font tout. Ils payent sur les bancs de parc pendant l'hiver quasiment. Ouais. À aller à la ville de Montréal ou une des grandes villes du Québec en passant par ces villes intermédiaires là, Mhm. qui varient entre 25 et 75 000. Alors, c'est des approches qui peuvent être différentes, mais qui sont pareilles. Et là-dessus, j'en profite pour moi, du point de vue de la profession, que ce soit loisir, que ce soit culture, que ce soit sport, que ce soit plein air, c'est pas si différent que ça. Ces lieux-là sont des lieux d'expérience de loisirs, tout simplement, qui sont différents. OK. Et ça, c'est parce que c'est pas des silos. Je donnais l'exemple souvent quand je parlais des gens qui font une formation en administration. Ben, il n'y a pas un bac en administration d'épicerie, c'est un bac en administration Effectivement. du vendeur de vélo. Ben, je pense que nous, il y a des choses qui sont beaucoup communes avec des lieux, des acteurs qui sont différents. Il faut bien leur comprendre, mais ça se ressemble beaucoup. Et c'est là que, moi je pense, mais ça, c'est en train, ça évolue rapidement, je trouve, actuellement. Et je pense que, et là-dessus, on a des professionnels de plus en plus capables d'accepter qu'ils sont des conseillers aux élus et non pas seulement des exécutants. Mhm. Oui, Et, la relation avec les élus, effectivement, je pense que c'est un enjeu qui est très, très, très important. On en a d'ailleurs parlé, je crois, dans un article de l'Agora Forum qu'on pourra parler justement ensemble tantôt. Le podcast s'appelle Expérience loisir, donc je vais vous poser une question sur votre expérience en loisir public. Si vous aviez à ouais. me nommer ben, peut-être pas la meilleure ou la plus belle, mais une belle expérience que vous avez vécue au niveau du loisir public, ce serait quoi? Ben, si je le prends en tant qu'universitaire, je pense que quand on a monté l'observatoire, Hmm. le laboratoire, quand la revue Agora Forum est devenue un espèce de magazine professionnel, quand il y a eu le Congrès mondial du loisir, voilà des grands outils, des grands événements qui ont permis de cette évolution, donc, entre autres, il faut le dire en toute humilité, il y a d'autres facteurs là, qui ont permis ça, mais qui ont soutenu le développement de la qualité de la profession. Pour moi, c'était mon mandat quand j'ai commencé ma carrière de prof. Et je trouve que moi, c'est ce que j'ai vécu principalement. Puis ça a changé des choses après. Juste à titre d'exemple, le congrès de la QLM ou de la CAN, la Conférence annuelle du loisir Mhm. municipal, qui est un des plus gros rassemblements annuels, mais avant, on n'avait que des conférenciers. Aujourd'hui, on demande aux gens, venez nous parler de votre expérience. OK. Donc, on a reconnu les compétences qui se développaient. Ça, je pense que c'est important. Il faut les reconnaître. Il y en a de la compétence au Québec. Absolument. Maintenant, et ça, pour moi, c'est les outils dont je parle là ont permis. Je pense juste sur le bénévolat. On a mis des mots, on a mis des structures, on a mis des références, on a mis des théories sur le bénévolat qui n'existaient pas avant. Même quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a même des gens qui nous disaient, ben, écoutez, c'est marginal comme préoccupation. Ben, je m'excuse, c'est 50% de la valeur des services donnés à la population. Mais on ne savait pas, on l'a découvert. Puis là, aujourd'hui, on sait que les gens nous disent, ben, on ne sait plus comment recruter, mais tous les 15 ans de recherche que j'ai pu faire, que Julie Fortier et d'autres ont pu faire là-dessus, ben, nous donnent des outils maintenant pour soutenir les gens. Pour moi, là, il y a des développements qui sont intéressants. Puis il y a d'autres champs comme ça qui sont en développement actuellement. Là. Ben, Alors, pour moi, lié à mon métier expert de loisirs publics, c'est ça. Puis, pour moi, le Congrès mondial dont j'étais responsable de la programmation a été aussi intéressant parce qu'on l'a vu à travers le monde. Puis on a vu que le Québec
peut être un exemple dans le monde actuellement. On a compris qu'au Québec, lier le loisir et la vie communautaire, ça nous était, on est en avance sur tout le monde là-dessus. Ah oui, OK. Mais OK. faut-il qu'on le regarde? Absolument. Parce que c'est tellement prenant, le quotidienneté d'un travailleur en loisir ou d'un professionnel du loisir, que de temps en temps, tu ne regardes pas le chemin que tu as fait. Et moi, Ben, je me dis, des fois, il faut sortir la tête de l'eau et regarder autour. Hey, bon, juste, on est rendu là. Mais c'est normal, c'est important. Justement, j'en profite, je ne crois pas me tromper en disant que je vais représenter un grand groupe de personnes en loisir pour vous remercier par rapport à l'apport que vous avez amené au niveau du loisir, des structures aussi que vous avez mis en place, des études que vous nous avez données. Donc, un grand merci de votre grand apport au niveau du loisir. C'est encore une fois très, très utile et très apprécié, même dans notre quotidien. Ben, écoutez, tout ça relève d'une passion. Ben oui, puis vous avez la flamme, puis je pense que vous continuez encore une fois à nous partager, puis je pense on l'a vu, on l'a même entendu tout au long de l'épisode d'aujourd'hui, comme quoi c'est important pour vous de redonner, et ça je trouve que c'est tout à votre honneur, effectivement, de vouloir redonner à la relève, de vouloir redonner aux professionnels, aux experts, donc encore une fois, un grand merci. C'est ce qui mettrait fin en fait à la portion par rapport au loisir public. Donc, avant d'aller vers la capsule un peu plus créative où on va parler de notre Dream Team, je voulais Ouais, savoir, est-ce que vous avez une question à poser à la communauté du loisir? ouais. Elle est très simple. Où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans? OK? Ça fait suite à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est la question que je pose. Essayez de vous imaginer dans 5 ans à partir de ce que vous voyez aujourd'hui. C'est Une tout. question simple, mais complexe. Ouais, mais entre autres, si je le disais dans des termes plus techniques, je dirais quelle est votre vision? Oui, ah oui, absolument. Et les Mais visions à titre individuel, à titre professionnel, mais aussi des visions à titre d'équipe, des visions à titre de département, des fois même aussi. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent répondre à la question de M. Thibault, simplement la répondre dans les commentaires du vidéo ou de la plateforme auditive auquel vous écoutez le podcast. Donc, M. Thibault, comme je vous disais, en fait, je vous partage un petit atelier créatif par rapport à, je vous donne l'ensemble du budget que vous souhaitez avoir. Vous avez en fait, donc c'est ça, vous avez tout l'argent du monde pour le faire. Quel serait votre projet que vous aimeriez mettre en place et quelles seraient les personnes avec qui vous aimeriez mettre ce projet-là en place? la première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai pas besoin d'argent. Ah, bon, fantastique. C'est pas une question d'argent, c'est une OK. question de volonté. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des cellules partout au Québec de gens, qu'on appelle ça en anglais des think tanks. Des think Des gens qui tanks. des gens qui des boîtes à créativité, OK. à réfléchir, et qu'on puisse avoir un petit peu partout avec des gens dont on mêle les nouveaux, les expériences, les gens d'expérience, des gens, des élus, tout ça, mais qu'on réfléchisse, qu'on fasse le point, qu'on puisse passer à l'innovation. En fait, je veux des boîtes d'innovation. OK. Parce que on est tellement pris dans le quotidien que si on n'a pas des boîtes d'innovation comme ça, on ne s'en rend pas compte, on continue toujours sur notre lancée alors que ça change à côté. Et moi, je disais, ça limite, je vais donner un exemple un peu farfelu, mais des fois, j'ai l'impression que le tout est en train de foncer sur le mur, mais la personne, elle dit, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai 2 fils en dessous du dash, il faut que je remplace. Tu comprends? Je Mais je comprends. pense que si on avait ça avec des gens qui sont capables de développer ça, de développer des outils, qu'on ait cette volonté collective en se donnant une structure pour le faire. Mais ça, vous ferez ça sur votre temps de travail, ça fait partie de l'effort. Pour ça que je n'ai pas besoin d'argent. Je comprends. C'est pas une question de budget. Et quand je dis ça aussi, je t'avoue que c'est peut-être un petit coup de chapeau que j'ai aux gens. Pour moi, j'entends souvent, on n'a pas les ressources, mais je te dirais que faudrait peut-être trouver d'autres raisons la plupart du temps. Je pense que quand on se met à penser autrement, on peut arriver à que ça coûte pas mal moins cher. Mhm. Et ça, c'est pas, je me souviens d'un auteur que j'avais étudié pendant mon doctorat sur le changement, il dit plus de la même chose, c'est pas nécessairement la solution. Alors, je pense qu'il faut sortir de là, se dire comment nous, j'ai déjà fait, je terminerai en disant ça avec, quand les gens disaient, mais comment on reconnaît les bénévoles,
Ben, j'ai écouté, vous dépensez combien pour le souper annuel des bénévoles? On a pris ce budget-là, on l'a transformé en action sur toute l'année, puis il restait de l'argent pour un cocktail. Alors, c'est pas une question de budget d'abord. Je comprends. Je suis réaliste, là, c'est clair qu'à un moment donné, une piste cyclable, ça prend quand même de l'essence dans le petit camion ou une batterie maintenant. Oui, Parce que ça aussi, c'est une grande tendance. Il faut se situer dans l'ensemble, dans la problématique écologique et du développement de la planète. On a un rôle majeur qu'on joue là-dedans. Là. absolument. Mais mais ça ferait partie des think tanks, là, des tanks, des boîtes à penser. Parfait. Mais pour moi, ça serait l'idéal qu'il y ait du monde qui se mette à dire, bon, on va sortir de notre quotidien, mais on va tenir compte de ce qu'on vit pour le faire. C'est pas sortir, parce que toute ma vie, je me suis fait toujours dire, puis quand tu es universitaire, ça c'est théorique. Ben, moi, ma réponse, c'est, savez-vous, une théorie, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de l'observation systématique de la réalité. Alors ça, une théorie, c'est pas une différence entre quelque chose qui est abstrait, qui n'a pas de lien. Mm-hmm. Mais quand et ça, mais on n'a pas de théorie en loisir, là. Mais Okay. puis de l'action, du développement, mais des boîtes d'innovation, là, comme dans tous les autres métiers, il y en a. OK. Qu'il y a une boîte de créativité, ça existe partout. Ben, Nous autres, on a. c'est super, Voilà. effectivement, super intéressant comme projet. Puis, donc, dans le fond, les personnes qui vous aideraient à développer ce beau projet-là, ce que j'entends, c'est les travailleurs en loisirs en général. Ben, c'est sûr il y a des gens de passion aussi là-dedans, là, Absolument. beaucoup. Il y a des gens d'innovation qui ont là-dedans. Commençons pas par voir les contraintes, commençons par voir l'objectif. Tu sais. Mm. J'ai un ami qui travaillait au HEC à Montréal, qui a essayé de voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a caractérisait les gens qui ont été les entrepreneurs au Québec. Ça a toujours commencé par un rêve. Oui. C'est pas sorti d'un résultat informatique. Ben, nous autres, il faut commencer à rêver de service aux citoyens. Ça, c'est revenu à nos valeurs de base. Tu sais. Je ne veux pas qu'on rêve qu'on ait 15 médailles olympiques, ce qui est intéressant, ça va faire plaisir. Mais en termes de loisirs publics, il faut rêver comment on va être mieux avec les citoyens, comment ils vont être mieux engagés, comment on peut répondre à leurs besoins. Ça va prendre de la souplesse. C'est dans ce sens-là que je me dis, un des premiers poteaux dans nos services, ce serait le responsable du loisir libre et des événements, qui étaient deux choses qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Donc, sur ces très belles paroles, M. Thibault, et toute bonne chose ayant une fin, je serais déjà rendu en fait à vous laisser le micro. Vous avez donc 2 minutes à vous pour promouvoir ce que vous souhaitez. Puis par la suite, c'est ça. Donc, je vous laisse tout simplement un petit 2 minutes à vous. Si vous me donniez 15 secondes, je vous dirais ce que je veux, c'est de promouvoir les professionnels en loisirs qui ont de la vision et de la passion. Maintenant, je pense que ce que je veux plutôt annoncer, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a des outils qui sont à disposition des travailleurs en loisirs. Quand je parlais d'Agora Forum, qui même va évoluer progressivement davantage vers un magazine professionnel, mais il n'y a pas une profession où les gens ne se tiennent pas à jour. Prenez le temps de lire. Je prends Agora, que ce soit les bulletins de l'Observatoire, que ce soit d'autres choses qui sont là, mais on a des outils maintenant qui existent et prendre le temps de réfléchir. Moi, ça, pour moi, c'est ça que je veux juste promouvoir. C'est pas ce que j'ai fait, parce que de toute façon, si vous faites ça, vous allez trouver ce que j'ai fait. Je vais passer l'âge de me plugger pour mon CV. Je comprends. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir aujourd'hui, M. Thibault. Ben, je m'avais pas vu pleurer fort, hein? Un grand merci d'avoir participé à l'expérience loisir. C'est très apprécié. Et pour les écouteurs, en fait pour les écouteurs, pour les auditeurs ou pour les personnes qui le voient aussi au niveau vidéo, je vous encourage à, si jamais vous avez aimé la vidéo ou l'audio, à partager en grand nombre en fait l'expérience loisir. Donc, un grand merci, M. Thibault. Puis pour les autres, on se dit au mois prochain. Au plaisir. Au revoir, bon printemps.